Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face. Suivant quels critères s'opèrent les orientations et pourquoi certains élèves ne se retrouvent pas dans leur série à partir de la classe de seconde. Conséquence des échecs répétés au bac. Pour en parler, nous avons invité pour vous Eddy Camille Koto. Il est psychopédagogue. Nous allons parler de la problématique du choix des séries au second cycle. Eddy Camille Koto, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. C'est toujours un plaisir. À la fin de la classe de troisième, les élèves sont orientés dans des séries scientifiques et littéraires, séries A, A, B, C et D. Et suivant quels sont alors les éléments qui devraient donc permettre ou orienter le choix d'une série au second cycle. Merci. L'enseignement, il est vrai, se compose de 13 années scolaires, excepté les années de la maternelle. Mais à partir du premier niveau du secondaire, donc vers la fin de l'enseignement de base, de l'éducation de base, les apprenants sont amenés à choisir des filières parce que justement, le baccalauréat est orienté vers des filières. Vous pourrez passer le baccalauréat série A, série B, série C, série D, E, F, G, etc., etc. Donc, il y a les séries littéraires d'un côté et les séries techniques de l'autre. Et donc, à un moment donné, il est donné aux apprenants la possibilité de choisir leur filière compte tenu de leurs aspirations professionnelles futures. Et au Bénin, dans notre pays, c'est à partir de la classe de 4e déjà qu'un premier choix s'opère. Le premier choix qui prend en considération les langues vivantes, je vais parler d'allemand et d'espagnol, et la deuxième catégorie d'apprenants qui voudraient faire le Modenco, c'est-à-dire les matières scientifiques. Donc en troisième, ce choix est confirmé, mais après le BPC, les apprenants sont maintenant invités à opérer un choix par rapport aux séries A, B, C, D, E, F, G, H et G, compte tenu de leur vision future professionnelle. Malheureusement, il se fait qu'à 15 ans environ, parce que c'est la moyenne pour atteindre la classe de seconde, ce n'est pas toujours évident que les apprenants opèrent un choix judicieux. Avant d'en parler, vous avez dit qu'un premier choix s'opère à partir de la classe de troisième. Oui. Évidemment, ce choix ne permet pas déjà de déterminer ceux qui vont faire des séries scientifiques ou littéraires, puisque en classe de quatrième, tous les élèves étant ensemble font les maths et les langues. Aujourd'hui, les données sont en train d'être modifiées. Et donc, il y a, à partir de la troisième A, et quand on parle de troisième littéraire, c'est les apprenants qui ne font pas les sciences physiques. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des établissements aujourd'hui qui les y contraignent, qui les obligent à faire les sciences physiques. Mais dans certains établissements, dès que le choix est opéré en quatrième pour faire par exemple allemand et espagnol, en troisième, vous ne faites plus sciences physiques. Et déjà à ce niveau, je pense qu'il y a un petit problème parce que normalement, jusqu'en classe de troisième, on devrait pouvoir continuer avec l'enseignement des sciences physiques, quel que soit le choix que l'apprenant aurait opéré plus tôt. C'est un autre débat. Les critères pour le choix. D'abord, le premier, c'est le goût et les passions de l'apprenant même. C'est important, on dit qu'on n'excelle que dans ce que nous aimons. Et donc, c'est important que l'apprenant fasse son choix à partir de ce que lui-même il aime. Est-ce que c'est l'apprenant qui fait son choix ou bien c'est l'établissement, le censeur, en fonction du bulletin de résultats scolaires des résultats de l'apprenant. Malheureusement, c'est ce qui se fait, mais ça ne devrait pas être ainsi. Ah oui. J'allais continuer. Donc, je parlais des goûts. Le bulletin de l'apprenant parle. Normalement, doit parler, doit l'orienter. Le bulletin parle, mais ça, c'est en fait le deuxième niveau par rapport aux je vais dire, aux aspects à prendre en considération pour le choix de la filière et de la série. D'accord, allez-y. Le premier niveau, donc, c'est les goûts de l'apprenant, ce qu'il aime. Est-il intellectuel ou est-il manuel? Lui-même, il doit pouvoir faire un bilan personnel et arriver à se déterminer une orientation.
est-il prêt à continuer les études encore assez longtemps ou est-il déjà fatigué d'étudier? Voilà autant de questions qu'il pourrait se poser. Dans quelle matière est-ce qu'il excelle? Est-ce dans les matières scientifiques ou les matières littéraires? Il est vrai que les avis des parents, des enseignants pourraient aussi compter et pour beaucoup. Et là déjà, je pense que les parents, ils connaissent mieux leurs enfants. Depuis leur tendre enfance, ils les ont découverts, ils savent de quoi ils sont capables, quelles sont leurs qualités, leurs talents, leur potentiel. Et donc, les parents doivent intervenir dans ce choix-là. Les enseignants viennent confirmer le choix à partir des résultats obtenus. Et il est toujours bien d'avoir aussi un avis d'un conseiller en orientation, celui-là qui pourrait faire passer, par exemple, à l'apprenant des tests de personnalité qui font ressortir les traits de caractère qui sont dominants et qui pourraient orienter vers tel ou tel autre métier. Le deuxième niveau, c'est les résultats scolaires, et nous en parlions. C'est important de tenir compte des résultats scolaires puisque c'est, par exemple, les performances réalisées par l'apprenant dans telle ou telle autre matière qui pourraient judicieusement permettre de faire ou d'opérer un choix. Les moyennes, il faut se demander si elles sont en adéquation avec le choix à opérer. Et c'est important. En médecine, par exemple, lorsque vous devez aller en médecine, il faut forcément que vous soyez bon dans les matières scientifiques, mathématiques, SVT et PCT. Et lorsque vous devrez faire, par exemple, carrière dans, je prends un exemple à tout hasard. Statistique, par exemple? Là aussi, c'est toujours les matières scientifiques en statistique, mais en diplomatie et relations internationales, là, ça tire un peu sur le droit et donc un peu plus de littérature. Voilà. Normalement, c'est à ce niveau qu'intervient le conseil de classe, la décision du conseil de classe, c'est-à-dire les enseignants de la classe réunis qui ont découvert en tel ou tel autre apprenant des qualités au niveau scientifique ou au niveau littéraire. Et donc, c'est au conseil de classe de décider finalement, en partant bien sûr des résultats obtenus par chaque apprenant, de l'orientation qu'on pourrait lui donner par rapport à telle ou telle autre série. Le troisième niveau, c'est le choix professionnel de l'apprenant. Et c'est ce choix qui vient confirmer les deux premières étapes, c'est-à-dire ce que l'enfant aime, les goûts, ses passions, et ensuite les résultats scolaires. Donc le troisième niveau, c'est le projet professionnel qui a sa vision future. Je ne voudrais pas, par exemple, devenir médecin et opérer un choix vers une série littéraire. Ça fait deux choses diamétralement opposées. Et je me rappelle qu'il y a une de nos élèves qui n'avait pas malheureusement, pas une de nos élèves, une élève qui n'avait pas malheureusement eu l'information, qui a été orientée vers la série B. Et ce n'est qu'après le bac, voulant s'inscrire en médecine, qu'elle a compris qu'en réalité, pour faire la médecine, il lui aurait fallu s'inscrire en série. Faire la série D. Voilà, la série D ou la série C. Voilà. D'accord. Alors, quel est aujourd'hui l'état des lieux? Est-ce que tous ces critères, est-ce que ces niveaux sont respectés en fait? L'état des lieux présente malheureusement un tableau sombre parce qu'une orientation digne du nom ne se fait pas au Bénin. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. Nous avons sacrifié beaucoup de générations au jour d'aujourd'hui parce que malheureusement, nous ne nous occupons pas assez de l'orientation scolaire. Et ce qui est quand même surprenant, c'est que l'État même est formé depuis 2003, je pense, si mes souvenirs sont bons, des spécialistes en sciences de l'éducation. Malheureusement, qui ne sont pas employés par l'État. Et je pense que chaque école ou chaque zone pédagogique devrait quand même disposer d'un conseiller en orientation parce que c'est l'État qui les a formés à frais de beaucoup d'argent. Donc, on pourrait les utiliser dans les écoles. Et je dis aujourd'hui, ce qui se fait, c'est qu'en fin d'année, soit les professeurs principaux se réunissent, ou l'administration se réunit, ou bien c'est le conseil des professeurs en début d'une nouvelle année qui décide de l'orientation à donner à chaque apprenant, compte tenu simplement des résultats scolaires. Alors que ces résultats ne sauraient suffire pour opérer un bon choix. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Lorsqu'on voit qu'un élève a performé, par exemple, en mathématiques ou en physique, on dit, bon, lui, il est bon pour la C ou la D. Lorsque quelqu'un a excellé en biologie, en SVT aussi, c'est toujours voilà, bien équilibré en littérature. Je veux parler du français, anglais, on l'oriente vers la littérature. Et normalement, ça ne devrait pas se faire ainsi. C'est ce que nous continuons jusque-là.
c'est qu'on oriente les apprenants en leur absence. Alors qu'ils sont mais à les ce stade, élèves... est-ce que l'élève est déjà capable L'élève n'est pas de savoir capable. quelle carrière il devrait envisager? Bon, Vous savez, l'élève qui a le BPC à 12 ans, 13 ans. Ce dont nous parlons est culturel et je pourrais dire peut-être sociologique. Dans nos sociétés, on ne s'y intéresse pas trop. En fait, on ne prend pas très tôt avec les apprenants leur vision future. On ne les conduit même pas à réfléchir à cela. On ne les accompagne pas dans la réflexion de qu'est-ce que je voudrais devenir. En voyant déjà à quoi ils s'intéressent. Ça, c'est le rôle des parents. Le rôle des parents. Et je le disais, les parents ils connaissent mieux leurs rejetons, ils les maîtrisent mieux. C'est eux qui savent de quoi ils sont capables. Déjà, un enfant, par exemple, qui est à la maison, arrive à s'intéresser régulièrement aux appareils électroniques. On sait dans quel sens on pourrait l'orienter plus tard. J'ai connu un enfant il y a 2 ans. Il doit avoir, je crois, 11 ans. Il venait de commencer la 6e. Mais dès qu'il voyait les journalistes à la télévision, dès que le journal parlait devait démarrer, lui-même, il allait s'installer. Et il présentait le journal à ses parents. Et donc cet enfant, il est ferme là-dessus. Lui, il veut devenir journaliste. Donc voilà autant d'observations que les parents peuvent déjà faire pour savoir comment orienter leurs enfants. Donc les parents doivent observer. Et donc l'orientation doit partir également de la maison. De la maison. Pour accompagner maintenant ce qui se fait à l'école. Conseil des professeurs. Ce que l'administration scolaire fait. Et ça doit être un tout. Ce n'est pas une décision qu'on prend en l'absence des enfants. Et je dis que pour une bonne orientation... On doit la prendre en présence des enfants. Voilà, pour une bonne orientation, les parents, les enfants, l'administration scolaire, c'est que toutes ces personnes doivent être présentes. Discuter une orientation, par exemple, d'une salle de classe peut prendre toute une journée. Parce qu'il y va de l'avenir de ces enfants-là qui sont appelés à diriger notre République demain. Alors, il ne nous reste qu'une seule minute. Quelles sont alors les conséquences rapidement, si un enfant est mal orienté, peut-il arriver à se rattraper plus tard ou bien on peut dire quand même qu'il rate ça, il rate peut-être le coach? D'abord, c'est le redoublement. Le redoublement peut intervenir tout de suite, l'échec scolaire ou la déscolarisation. Il peut y avoir conflit aussi, conflit élèves, ou je vais dire enfants, parents et école. Parce que l'enfant plus tard se rendra compte, en fait, qu'on ne l'a pas aidé, qu'on ne l'a pas soutenu dans son choix. Et je pense, Sénèque dira que le vent n'est pas favorable à celui qui ne sait pas là où il va. Donc il faut que les parents qui ont une maturité requise pour mieux orienter, déjà dès la base, puissent tracer le chemin avec l'enfant. Et je parlais de conflit. L'enfant peut aussi se révolter vis-à-vis des enseignants qui aurait opéré le choix à sa place. Aujourd'hui, vous voyez, à la rentrée, beaucoup d'enfants, par exemple, ne sont pas forcément d'accord avec le choix qui leur a été opéré. Et parfois, les parents même interviennent. Et il faut dire que parfois, ils veulent rester avec leurs camarades. Et il faut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de nos apprenants sont portés vers les séries littéraires parce qu'ils pensent que les mathématiques, les sciences physiques sont difficiles. Et donc, il faut penser aussi à une démystification des matières scientifiques pour que les enfants... Parce que sans mathématiques, PCT, on ne peut pas avoir des ingénieurs, on ne peut pas avoir des architectes, on ne peut pas avoir des techniciens. Ni des laborantins, pourquoi pas. Et c'est ça aussi qui participe au développement d'un pays. Il n'y a pas que la littérature, c'est vrai. Nous n'allons pas balayer du revers de la main tous ceux qui ont fait les séries A ou les séries B. Mais les séries C, D permettent davantage de construire la République. Et donc, je disais, les conflits peuvent intervenir. Pour finir. Maintenant, vous avez parlé de reconversion. Je pense que c'est important de mettre un accent là-dessus. Des enfants qui, en évoluant, se rendent compte qu'en réalité, ils n'ont pas les performances requises pour aller dans ce sens par rapport au choix de série, peuvent toujours faire une reconversion. Dans deux sens, changer de série ou plutôt revenir carrément en arrière et prendre une autre option. J'ai eu un apprenant l'année dernière, candidat au bac, qui jusqu'en février était en terminale D. C'est ça. Et il était le dernier de la classe. D'accord. Mais à partir du mois de février, il a décidé, en accord avec ses parents et l'administration, de changer de série. Il allait en série B. Il a eu le bac avec mention assez bien. Et donc, c'est parfois important de prendre cette lourde. C'est vrai que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Donc, mais il a laissé la dernière place à une autre personne. C'est ça. Que voulez-vous? Et aujourd'hui, il est bachelier avec une bonne mention. Donc, je pense que parfois, il faut pouvoir dire non. J'arrête.
je prends une nouvelle orientation pour voir ce que ça va donner, parce que malheureusement, il y a des apprenants qui se montrent, qui ne se disent pas la vérité par rapport à leur performance. Il faut reconnaître, par exemple, qu'on n'est pas bon dans telle ou telle autre matière et pouvoir s'orienter conséquemment. Donc, pour finir, nous dirons que pour l'orientation, les facteurs importants, il y a le goût et les passions, les résultats scolaires et enfin le projet professionnel. Et les personnes qui doivent intervenir, les parents, les enseignants, l'administration scolaire et au cœur même du processus d'orientation, l'apprenant. Oui. Voilà qui est dit. Et dit Camille Koto, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est un sujet quand même assez intéressant que vous avez pu développer en quelques minutes. Victor Hugo dira, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et donc c'est important de vraiment savoir orienter nos apprenants pour espérer qu'ils seront des cadres compétents pour notre pays, le Bénin. Merci, voilà qui est dit. Nous avons reçu pour vous Eddy Camille Koto. Il est psychopédagogue. Nous avons parlé de la problématique du choix des séries au second cycle. Et j'espère que vous avez aimé le développement de ce sujet. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis.